On dit qu'une image vaut 1000 mots, mais parfois le contexte derrière cette photo rend l'histoire qu'elle raconte bien plus troublante que ce que l'image elle-même laisse paraître. Numéro 10. Theodore Hall n'avait que 18 ans lorsqu'il a été embauché comme le plus jeune scientifique à travailler sur le projet Manhattan. Son badge d'identification montre le numéro de sécurité unique de Hall, K19. Cela lui a permis d'accéder à une des installations les plus secrètes au monde et de transmettre des informations à l'Union soviétique en tant que plus jeune espion atomique. Hall a grandi à New York, fils d'un homme juif qui avait immigré en Amérique pour échapper à la Russie impériale. Dès l'enfance, il a montré une grande intelligence, aidé par l'enseignement de son frère aîné de 11 ans. Hall a sauté plusieurs classes à l'école et a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires à seulement 14 ans. À 16 ans, il a commencé à étudier la physique à l'université Harvard et a obtenu son diplôme 2 ans plus tard. L'un de ses professeurs à Harvard l'a recommandé pour le projet Manhattan et il a été embauché en 1944. Hall se concentrait surtout sur la détermination de la masse critique de l'uranium utilisée dans une des armes larguées sur le Japon. Hall s'est vite distingué et a été nommé chef de l'équipe sur cette partie cruciale du projet. Bien qu'il ait subi une forte pression adolescent, Hall n'a apparemment montré aucun signe extérieur de problème. Mais beaucoup de choses occupèrent son esprit. À l'été 1944, il était bien connu parmi les scientifiques de Los Alamos que le principal objectif de l'arme n'avait rien à voir avec les puissances de l'Axe. Il était évident que l'Allemagne ne pourrait pas fabriquer une arme nucléaire. Au lieu de cela, les responsables de l'armée étaient bien plus préoccupés par l'URSS, qui était encore une alliée des États-Unis à l'époque. Beaucoup de scientifiques travaillant sur le projet Manhattan s'inquiétaient de l'impact que les armes nucléaires auraient sur l'équilibre des puissances sur la scène mondiale. Construire une arme pour anticiper une attaque similaire de l'Allemagne était une chose. Mais si les États-Unis étaient le seul pays à posséder une arme nucléaire, ils n'en voyaient pas l'intérêt. Nombreux sont ceux qui ont écrit au président pour le dissuader de larguer les armes sur le Japon, mais il n'est pas sûr que Truman ait reçu la pétition. Hall faisait partie des scientifiques inquiets que seuls les États-Unis possèdent des armes nucléaires. Si un seul pays possédait cet engin destructeur, personne ne pourrait l'empêcher de sombrer dans le même régime autoritaire qui était en train d'être vaincu en Europe. Selon Hall, partager les plans des armes nucléaires avec l'URSS était le seul moyen d'assurer un équilibre des puissances et la paix grâce à la destruction mutuelle assurée. En octobre 1944, Hall est rentré chez lui à New York, officiellement pour une fête d'anniversaire. Lors de sa visite, il s'est arrêté au siège d'une entreprise soviétique où on lui a donné le nom d'un agent du NKVD pour transmettre des informations. Hall a transmis des informations sur les scientifiques qui travaillaient à Los Alamos, l'organisation du personnel et les détails concernant l'appareil lui-même. Il n'était pas le seul espion atomique à avoir transmis des informations sur le projet Manhattan, mais il a peut-être fourni les renseignements les plus utiles aux scientifiques soviétiques qui tentaient de créer leur propre arme. Ce n'est qu'en 1950 que l'armée américaine a commencé à soupçonner Hall d'espionnage, mais à ce moment-là, il avait déjà quitté le projet Manhattan et étudiait à l'université de Chicago. Son nom figurait dans des correspondances décryptées entre espions soviétiques. Il a été interrogé, mais la seule preuve dont disposait l'armée provenait des messages décryptés, et elle a choisi de ne pas engager de poursuite. Il est ensuite devenu biophysicien et a vécu jusqu'en 1999, lorsqu'il est décédé à l'âge de 74 ans. Numéro 9. À première vue, une vieille photo de tas de pavés dans une rue animée pourrait ressembler à une image de travaux de construction. Mais en y regardant de plus près, on remarque que les roues placées devant les pierres ne sont pas attachées à des charrettes. Ce sont des affûts de canons braqués à travers de petites ouvertures dans les tas de pierres. C'était l'une des nombreuses barricades construites dans les rues de Paris au printemps 1871, après qu'un gouvernement révolutionnaire ait pris le contrôle de la ville. La Commune de Paris a été formée à la suite de la guerre franco-prussienne. L'armée de Napoléon III a perdu contre la Confédération de l'Allemagne du Nord. La garde nationale française avait pris le contrôle de Paris dans les derniers mois de la guerre et a tenté de résister, mais a finalement dû se rendre. Ils ont été autorisés à conserver leurs armes pendant que les gouvernements nationaux des deux pays concluaient un accord de paix. À la fin janvier 1871, la guerre était terminée, mais son impact se faisait encore sentir à Paris. Les citoyens avaient résisté à un siège prolongé.
De nombreux habitants ont mis en gage leurs biens pour survivre durant les combats et se sont retrouvés en difficulté. La garde nationale à Paris avait alors commencé à gagner en pouvoir politique. Ainsi, lorsque l'armée nationale a tenté de retirer les canons de Paris le 18 mars, elle a mis le feu aux poudres d'une révolution. La garde nationale a riposté contre l'armée, qui a finalement battu en retraite hors de Paris. Le gouvernement français s'est installé à Versailles, tandis que Paris formait son propre gouvernement. La Commune de Paris reste encore aujourd'hui une période controversée et clivante en France. La Révolution a été érigée en idéal par Karl Marx, et de nombreux gouvernements communistes et socialistes se sont nommés en l'honneur de la Commune de Paris. Les groupes féministes ont souligné des aspects féministes dans la Révolution, tandis que les anarchistes s'en sont aussi réclamés. La Commune de Paris était composée de tout le peuple parisien qui formait de nombreux groupes et clubs politiques différents. Certains groupes en fait se contredisaient et ne s'entendaient pas toujours. Le thème principal de la Révolution, cependant, était que la ville devait être gouvernée par le peuple de Paris, que ce soit directement ou indirectement. Cependant, les communards ont aussi montré un aspect négatif, notamment en tentant de défendre la ville contre des forces extérieures. Le gouvernement national et l'armée ne sont pas restés en retrait longtemps. Paris a été assiégé, et après seulement quelques mois, il y a eu des combats dans les rues. Des barricades ont été dressées pour ralentir les troupes. Lors des révolutions passées, les barricades avaient été des centres importants de combat, aidant à défendre la capitale contre ceux qui tentèrent d'envahir. Mais Napoléon III avait lancé des projets de construction à Paris qui rendaient la barricade inutile. Les rues élargies facilitèrent le passage des troupes. Cela n'a pas empêché les révolutionnaires de se battre courageusement, hommes et femmes tenant les barricades, jusqu'à leur anéantissement. Lors de la dernière semaine de la Commune de Paris, d'importants monuments furent incendiés. La majorité des historiens attribuent les incendies aux communards, mais certains évoquent les bombardements de l'armée comme cause possible. Les communards ont également ôté la vie à des otages en représailles à la perte de révolutionnaires capturés par les forces nationales. La dernière barricade à tomber fut soit celle de la rue Ramponneau, soit celle de la rue Robeval, ou encore celle de la rue de la Fontaine-au-Roi. Chacune fut farouchement défendue, mais les communards furent submergés. Le 28 mai 1871, la Commune de Paris prit fin. Elle n'avait duré que 72 jours, mais son impact sur Paris et la France entière perdure jusqu'à aujourd'hui. Numéro 8. Beaucoup de photos de la pandémie de grippe espagnole sont des images saisissantes, qui montrent clairement la réalité de cet événement tragique. Mais parfois, le contexte sombre derrière une photo est moins évident. Photo prise à Portsmouth Square, le plus ancien parc public de San Francisco. Plutôt qu'un lieu de loisirs, la pandémie l'avait transformé en lieu de travail où le tribunal de police de la ville se réunissait pour tenter de maîtriser l'activité criminelle de San Francisco. Lorsque la pandémie de grippe espagnole a frappé San Francisco pour la première fois, la ville a réagi rapidement. Selon les articles de journaux de l'époque, le premier cas de la maladie a été découvert le 23 septembre 1918, après qu'un homme soit revenu d'un voyage à Chicago. Les médecins ont réagi vite et ordonné la quarantaine de l'homme, mais la maladie s'est propagée avant l'application de la mesure et les cas ont rapidement explosé. En seulement une semaine, plus de 2000 personnes avaient contracté la maladie. Des mesures ont rapidement été mises en place pour tenter de garder le nombre de cas sous contrôle. Ces mesures nous sont désormais familières grâce à la pandémie de Covid-19. Les habitants sont invités à éviter les tramways aux heures de pointe et les lieux publics. Les salles de danse et théâtres ont fermé. La mesure la plus visible sur les photos de l'époque était l'usage de masques médicaux en gaz. Au départ, les citoyens étaient juste incités à porter des masques. Ils sont rapidement devenus obligatoires et pendant un mois, la plupart des citoyens ont dû porter un masque au quotidien. Comme de nos jours, on jugeait important d'éviter les rassemblements publics. C'était surtout vrai à l'intérieur, où les gens étaient proches les uns des autres. De nos jours, cela signifiait souvent travailler à domicile et se rassembler dans des espaces en ligne à la place. En 1918, ce n'était pas une option. Le tribunal de police était l'un de ces endroits qui devaient continuer à fonctionner même lorsque le reste de la ville fermait. En plus de la criminalité ordinaire qui se produisait, l'obligation du port du masque signifiait qu'il y avait une autre loi que la police devait faire respecter. Au début de la pandémie, la plupart étaient heureux de porter un masque. Cela ne voulait pas dire qu'ils s'en souvenaient toujours, cependant. Certaines personnes ont protesté contre l'obligation et pensaient qu'elle était inconstitutionnelle.
Rien que le 27 octobre, 110 personnes ont été arrêtées pour ne pas avoir porté correctement leur masque. Selon le chef de la police de la ville, si trop d'habitants étaient arrêtés, il manquerait de place dans les cellules. La majorité des contrevenants ont reçu une amende de 5 $. Certains, y compris les récidivistes, ont écopé de courtes peines de prison. Lorsque cela a exercé une pression supplémentaire sur les forces de l'ordre, il était crucial que les tribunaux continuent de fonctionner. Et le tribunal en plein air de Portsmouth Square est devenu un élément important pour que cela soit possible. D'autres photos de l'époque montrent des scènes étranges qui sont en réalité des gens essayant de faire face au pire de la pandémie qu'ils aient jamais connue. Une montre une foule debout ou agenouillée sur les marches d'un bâtiment, toutes de dos à l'appareil photo. C'était la congrégation de la cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption, réunie pour la messe et la prière. Les premières mesures ont permis de ralentir la propagation de la maladie. Malheureusement, San Francisco a levé les mesures trop tôt. Peu après la levée des mesures, il a fallu les réimposer car les cas ont rapidement augmenté. À la fin de la pandémie, environ 45 000 personnes à San Francisco avaient contracté la maladie et plus de 3 000 ont perdu la vie. La ville a ainsi été parmi les plus touchées du pays. Numéro 7. Au début du XXe siècle, l'équilibre des pouvoirs en Europe devenait de plus en plus précaire. Le continent avait connu une paix relative depuis la fin des guerres napoléoniennes, un siècle plus tôt. Mais à mesure que les empires grandissaient, les nations européennes se retrouvaient en concurrence les unes avec les autres sur la scène mondiale. Des pactes de défense visaient à maintenir la paix. Mais une déclaration de guerre entre deux nations pouvait entraîner tout le continent dans le conflit. Alors que les tensions montaient, deux cousins se sont réunis pour tenter de négocier la paix entre leurs nations. Le tsar Nicolas II de Russie et le Kaiser Guillaume II d'Allemagne allaient finir par se retrouver dans des camps opposés lors de la Première Guerre mondiale. Mais dans les décennies précédant le début de la guerre, ils étaient de bons amis. Nicolas était marié à la cousine germaine de Guillaume. Ils étaient aussi parents plus éloignés, mais s'appelaient cousins et utilisaient les surnoms Willy et Nicky. Malgré leur relation étroite, il n'y avait aucun pacte de défense entre eux. En 1905, les deux monarques se sont rencontrés pour tenter de changer cela. Le 24 juillet, les deux se sont rencontrés sur le pont du navire allemand Berlin, au large des côtes finlandaises. Guillaume a emmené Nicolas inspecter le navire et poser pour des photos avec les marins. Mais la partie la plus importante de la rencontre fut la signature d'un document qui allait être connu sous le nom de traité de Björkö. Le traité était un pacte défensif. Si une nation était attaquée en Europe, l'autre la soutiendrait. C'est Guillaume qui avait insisté pour l'insertion des mots « en Europe ». Cela signifiait que si l'une des nations était attaquée en Afrique ou en Asie, l'autre ne serait pas obligé de venir à sa défense. Cette inclusion opposait le Kaiser à son gouvernement qui cherchait l'aide russe contre la Grande-Bretagne en Asie et la France en Afrique. Mais le Kaiser pensait que cela ne ferait que les entraîner dans une guerre qu'il n'avait pas besoin de mener. Aucun des deux monarques n'a obtenu le soutien de son gouvernement pour le traité qui n'a jamais été ratifié. Cela ne les a pas empêchés de se revoir plus tard. 2 ans plus tard, ils se sont retrouvés dans une ville de la côte baltique allemande lors d'une rencontre très médiatisée avec de nombreux photographes présents. Photographiés en uniforme militaire de l'autre pays, ils ont affiché un geste diplomatique. Le tsar portait l'uniforme d'un colonel des dragons prussiens, tandis que le Kaiser portait l'uniforme d'un colonel cosaque. Cette fois, il n'y eut aucune signature officielle de traité, bien qu'ils aient juré un pacte d'amitié éternelle. Personne n'aurait imaginé que ces deux hommes seraient ennemis dans une guerre, quelques années après les événements de ce jour-là. 2 ans plus tard, en 1909, il y eut une autre rencontre entre les deux monarques et la famille impériale russe, celle-ci étant beaucoup moins médiatisée, mais davantage de photos furent prises montrant le Kaiser avec Nicolas et ses enfants. À la veille de la Première Guerre mondiale, Nicolas et Guillaume échangèrent des télégrammes pour tenter d'empêcher le déclenchement des hostilités entre leurs nations. Aucun pacte de défense n'avait été signé entre eux, mais la Russie avait conclu un traité avec la France et était depuis longtemps protectrice de la Serbie. L'Allemagne avait conclu des traités avec l'Autriche-Hongrie et se préparait à entrer en guerre pour défendre son allié. Bien que les deux monarques aient tenté d'arrêter les combats, les troupes furent mobilisées et quelques jours après leur dernier télégramme, l'Allemagne déclara la guerre à la Russie. Numéro 6. En 1931, l'un des gangsters les plus notoires de l'histoire des États-Unis fut jugé. Ce n'était ni pour ses crimes violents connus, ni pour la contrebande d'alcool durant la Prohibition.
C'était pour fraude fiscale. Les photos du procès d'Al Capone sont depuis devenues des clichés emblématiques de cette période de l'histoire américaine. Mais l'une d'elles semblerait presque comique sans le contexte derrière l'image. En 1931, Capone était déjà connu comme l'un des hommes les plus dangereux de Chicago. 6 ans plus tôt, il avait été promu chef du gang Colosimo après la retraite de John Torrio. L'activité principale du gang était le brassage et la distribution de bière et d'alcool, à une époque où il était illégal de vendre ces produits. C'était une affaire lucrative et il y avait beaucoup de concurrence à affronter. Capone a éliminé la concurrence avec une extrême violence. Il n'était pas le seul à commettre ces actes horribles, mais la brutalité de Capone et de ses hommes l'a placé au-dessus des autres. Capone était aussi impliqué dans les jeux d'argent illégaux et aurait été le propriétaire d'au moins une maison de jeux. Mais même si les crimes de Capone étaient généralement connus, le mettre derrière les barreaux pour ses actes était une tâche difficile. Les témoins disparaissaient mystérieusement ou perdaient la vie. Les survivants étaient soudain incapables de se rappeler les détails. Les preuves perdues rendaient impossible la présentation d'un dossier par l'accusation. Le gouvernement cherchait par tous les moyens à mettre ce dangereux criminel derrière les barreaux. En 1929, l'unité spéciale de renseignement du Trésor américain a commencé une enquête sur les revenus de Capone. Capone menait un train de vie somptueux, dépensant des centaines de dollars en mouchoirs, l'équivalent de milliers aujourd'hui. Ils n'ont pas pu prouver qu'il avait obtenu cet argent illégalement, mais pouvaient prouver qu'il n'avait pas payé ses impôts. Le procès de Capone en 1931 consistait en grande partie pour l'accusation à tenter de prouver que Capone avait bien gagné ce qu'il possédait, ce qui impliquait que d'anciens caissiers de ses maisons de jeu et du personnel de banque témoignaient contre lui. La défense reposait principalement sur le fait que Capone était un mauvais joueur et qu'il avait perdu tout son argent aux courses de chevaux. Un procès anonyme n'aurait sans doute pas attiré beaucoup d'attention. Mais le nom d'Al Capone suscitait l'intérêt de tous les journalistes et photographes pour l'affaire. Beaucoup de photos ont été prises durant le procès. Capone ne semblait avoir aucun problème à être photographié, se tournant vers les caméras et souriant même. Cependant, certains associés étaient moins enthousiastes. Une des photos emblématiques du procès montre les bancs du public. Des rangées d'hommes assis cachent leur visage à la caméra. Ces hommes étaient des mafieux venus soutenir Capone. Cependant, ils refusaient toute preuve durable de leur association. Les photos du procès montrent le contraste entre les gangsters bien connus comme Capone, qui semblaient penser qu'il était à l'abri des poursuites, et le milieu interlope où la plupart des criminels tentaient de rester dans l'ombre. Après un changement de jury de dernière minute, Capone a été reconnu coupable de seulement 6 des 23 chefs d'accusation portés contre lui. Et cela a suffi à lui valoir une peine de prison de 11 ans. Il serait libéré après seulement 8 ans pour raison de santé. Numéro 5. En mai 1945, un photographe a pris une série d'images montrant des soldats américains examinant des œuvres d'art inestimables qui avaient été rassemblées et entreposées sans ménagement. Pris seuls, ces clichés semblent annoncer une exposition d'art. Mais ils illustrent en fait la partie visible de l'un des plus grands crimes contre l'art de l'histoire. Les hommes sur les photos appartenaient à la 101e division aéroportée. Après le jour J, la division avait atteint la Bavière, à la frontière germano-autrichienne. C'est là qu'ils ont trouvé, dissimulés dans une grotte à flanc de montagne près de Königssee, les restes d'une collection d'art rassemblée par l'un des plus hauts responsables du gouvernement allemand. Hermann Göring était le 2e homme le plus puissant d'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. L'un de ses premiers actes après avoir pris le pouvoir, il créa la police secrète responsable d'atrocités contre les opposants politiques. Il allait ensuite diriger la force aérienne allemande. À la fin de la guerre, Göring a été condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors des procès de Nuremberg. Le pillage d'œuvres d'art était loin d'être le plus troublant de ces crimes, mais il symbolisait la volonté de son parti de contrôler l'histoire et de se présenter comme culturellement supérieur. C'était aussi la première étape des attaques contre les communautés jugées indésirables, en particulier la population juive en Allemagne et dans les territoires occupés. À partir de 1933, des œuvres d'art et des objets de valeur culturelle ont été pillés auprès des familles juives. Parfois, ils étaient confisqués. D'autres fois, les familles juives devaient vendre leurs œuvres d'art aux enchères. De nombreuses œuvres d'art, surtout les plus modernes, ont été complètement détruites. Mais d'autres ont été prises puis conservées par des hauts responsables allemands. Göring fut l'un des principaux bénéficiaires de ce pillage. Au cours d'une décennie, il a acquis d'innombrables œuvres d'art volées à travers l'Europe.
Durant la guerre, il visitait les musées des zones occupées et choisissait simplement les œuvres qu'il voulait. Elles étaient surtout stockées dans son domaine à Cairn Hall. La collection était si vaste que de nombreux objets étaient simplement entassés et même pas exposés. Malgré la taille de la collection, Göring tenait des registres méticuleux sur l'origine de chacune de ces pièces, notant parfois même de quelle famille elles avaient été volées. Quand il a vu que la guerre tournait mal, Göring a pris une décision radicale pour empêcher que sa collection d'art tombe aux mains des Alliés. La collection a été emballée et envoyée par train en Bavière. Certaines œuvres sont restées dans les wagons, d'autres ont été cachées dans une grotte. Des milliers de tableaux volés, dont des œuvres de Rubens et de Rembrandt, faisaient partie de la collection, ainsi que des statues et d'autres œuvres d'art. Une fois la plupart des trésors emportés, Göring fit détruire Cairn Hall avant que les forces soviétiques n'atteignent la région. Une partie de sa collection pillée est restée sous les décombres du bâtiment détruit lors de l'arrivée des forces soviétiques. Beaucoup des œuvres d'art ont été irrémédiablement endommagées. Après la découverte de la cachette en Bavière, la restitution des œuvres aux propriétaires légitimes a débuté. Ce travail continue aujourd'hui, comme pour beaucoup d'art pillés dans les années 30 et 40, et dans certains cas, il est difficile de retrouver le propriétaire légitime d'une telle œuvre, surtout avec tant de familles à décimer pendant la guerre. Numéro 4. Les pompiers ont décrit les scènes au Koweït en 1991, rappelant l'enfer de Dante, et les photographies de l'époque confirment cette évaluation. Des colonnes de fumée noire s'élèvent dans les airs, occultant tellement le soleil que la température au Koweït était nettement plus basse que dans les régions environnantes. Seules les flammes oranges perçaient l'obscurité. Même là où il n'y avait pas de feu, le pétrole donnait aux ouvriers l'apparence de victimes de films d'horreur. Les incendies de pétrole au Koweït comptent parmi les pires catastrophes écologiques de l'histoire. Mais contrairement à la catastrophe de Tchernobyl ou au cyclone Bola, les incendies du Koweït étaient délibérés. Les incendies ont commencé à la fin de la guerre du Golfe, en 1991. Quelques mois plus tôt, l'armée irakienne avait envahi le Koweït et occupé le pays pendant 2 jours. Immédiatement, l'invasion a été condamnée et une alliance militaire dirigée par les États-Unis a été envoyée pour la combattre. En février 1991, les forces terrestres de la coalition sont entrées au Koweït et les troupes irakiennes se sont rapidement repliées. Mais en se repliant, elles ont allumé des incendies qui allaient laisser derrière elles une scène d'horreur à laquelle leurs ennemis devraient faire face. L'un des principaux facteurs à l'origine de la guerre était la richesse des champs pétrolifères du Koweït. Les champs, autrefois source de richesse pour la nation, étaient désormais en flammes. Plus de 600 puits de pétrole ont été incendiés et de nombreux autres laissés ouverts, déversant du pétrole dans l'environnement. La zone entourant les puits était minée, rendant l'extinction des incendies encore plus périlleuse. Alors que les experts tentaient d'évaluer le travail à accomplir, ils estimaient qu'il faudrait des années pour refermer tous les puits de pétrole et éteindre les incendies. Les travaux seront encore retardés pour garantir que les puits soient aussi sûrs que possible pour les pompiers. Quelques mois après le début des incendies, des équipes de pompiers du monde entier sont arrivées au Koweït. Spécialement formés pour cette mission, ils ont tenté de réparer les dégâts. Le premier incendie de puits de pétrole a été éteint début avril. Les pompiers devaient évoluer dans le pétrole causant des brûlures chimiques, une épaisse fumée rendant la visibilité quasi nulle et un terrain jonché de drapeaux signalant les mines. Les progrès ont été lents, mais les pompiers sont progressivement devenus experts dans ce travail. Les estimations du nombre d'années de travail ont été revues à la baisse. Le dernier puits a été bouché en novembre 1991. La destruction a été en partie diffusée mondialement. Les images de la NASA montraient l'étendue des incendies, avec des traînées noires de fumée s'étendant à travers le désert. Encore plus de dégâts ont été causés au Golfe lui-même, où d'innombrables barils de pétrole s'étaient déversés dans l'eau. Des images d'oiseaux et d'autres animaux luttant dans le pétrole ont été partagées dans les médias. Les gens voulaient aider les animaux, mais il était difficile d'agir quand ces oiseaux étaient couverts de pétrole. Le colmatage des puits et l'extinction des incendies ont été considérés comme une grande victoire et l'un des plus grands accomplissements multinationaux. Mais les dégâts écologiques ont continué même après le départ des pompiers. Numéro 3. Greenpeace est connu pour ses actions de protestation contre diverses pratiques nuisibles à l'environnement dans le monde entier.
Lorsque cette photo a été prise en 1981, c'était encore une organisation militante, relativement nouvelle, qui venait tout juste de devenir Greenpeace International. Mais les militants dénonçaient déjà des pratiques préoccupantes qui nuisent toujours à nos océans. Le grand navire sur la photo est le GEM, un navire servant à l'immersion de déchets qui était affrété chaque année par le Royaume-Uni. Depuis les années 40, le Royaume-Uni et d'autres pays nucléaires du monde entier déversent des fûts de déchets nucléaires dans l'océan. Entre 1946 et 1990 environ, 200 000 fûts ont été déversés rien que dans l'océan Atlantique. Ces déchets venaient de la préparation d'armes nucléaires, de centrales électriques et de l'industrie médicale, où des sources nucléaires servaient à certaines technologies d'imagerie. Les centaines de milliers de fûts excluaient les eaux de ruissellement et les déversements accidentels. Initialement, l'industrie nucléaire éliminait ces déchets sans restriction. Ce n'est qu'en 1972 que les premières conventions réglementant le rejet des déchets ont été mises en place. La Convention de Londres sur l'immersion des déchets était un traité mondial qui interdisait le rejet de déchets radioactifs de haute activité dans l'océan. Cependant, les déchets de faible et moyenne activité restaient autorisés. Ces déchets nucléaires pouvaient encore être dangereux et contenir des isotopes radiotoxiques et persistants. Ils étaient largués à quelques centaines de miles des côtes de Cornouailles. Si le public l'avait su, cela aurait sûrement provoqué l'indignation, mais la pratique était peu médiatisée. C'était quelque chose que Greenpeace voulait changer. À partir de 1978, des équipes de manifestants sortaient pour affronter des navires comme le GEM. Lors de la première confrontation, un tonneau, pouvant contenir des déchets nucléaires, a écrasé le canot pneumatique de Greenpeace. Les marins utilisaient des lances à incendie pour remplir le canot d'eau ou construisaient des cages autour des plateformes pour empêcher l'approche des bateaux. Greenpeace a relevé chaque défi. La confrontation a attiré l'attention du public sur les déversements, mais le travail plus efficace n'a pas bénéficié d'autant d'attention médiatique. Les marins du GEM et d'autres navires de déversement pouvaient affirmer qu'ils respectaient la loi. Seul un effort soutenu pour modifier la Convention de Londres a permis d'interdire l'élimination des déchets nucléaires dans les océans. En 1983, les parties à la Convention de Londres sur l'immersion des déchets ont appelé à un moratoire sur le déversement de déchets radioactifs, et un groupe d'experts a été réuni pour évaluer les mesures à prendre. Même les déchets nucléaires de faible activité nuisaient à l'environnement. Mais il a tout de même fallu attendre 1993 pour que ce procédé soit réellement interdit. Numéro 2. Cette photo d'une pente sur les eaux glacées de la côte du Groenland est l'une des dernières images prises avant que la catastrophe ne frappe l'expédition à laquelle elle participait. Prise en 1909, il faudra attendre 3 ans avant que son capitaine et son ingénieur ne rentrent chez eux. Le navire appartenait à l'explorateur arctique Einar Mikkelsen. Mikkelsen avait été fasciné par la voile et l'exploration polaire dès son plus jeune âge. Il avait déjà une expédition réussie au pôle Nord à son actif lorsqu'il a pris la mer à bord du navire l'Alabama en 1909. Cette expédition avait un objectif bien plus sérieux. Près de 20 ans plus tôt, l'explorateur américain Robert Peary avait déclaré avoir atteint la région la plus au nord du globe. Il affirmait qu'il existait un chenal surnommé le chenal Peary, qui séparait le nord-est du Groenland du reste de l'île. En 1906, Ludwig Mylius Erichsen partit diriger une expédition qui devait cartographier les côtes du Groenland et déterminer la véritable nature de l'île. Lors de l'expédition, l'équipe principale avec Erichsen et 2 autres membres a disparu. L'objectif de Mikkelsen en 1909 était de retrouver ces documents et de découvrir quel sort avait été réservé aux explorateurs précédents. L'expédition a commencé avec un équipage de 7 personnes, dont Mikkelsen. En chemin, ils se sont arrêtés en Islande, où l'un des membres de l'équipage a dû être remplacé. Ivor Iverson a rejoint l'équipe, intégrant l'expédition si tard qu'il n'a pas eu le temps de dire au revoir à ses proches. L'équipage de l'Alabama a atteint l'île Shannon, dans l'extrême nord du Groenland, avant que le navire ne soit pris dans les glaces. Ce n'était pas totalement inattendu. Après un long hiver, Mikkelsen était impatient de s'enfoncer davantage dans les terres à la recherche d'un cairn qu'il pensait contenir les documents. Au départ, l'équipe était composée de 5 hommes, dont 2 restaient à l'Alabama. Mais après la première étape du voyage, tous sauf Mikkelsen et Iverson sont retournés au navire. Les 2 hommes ont continué d'avancer. En mai, ils ont trouvé le cairn où les derniers messages de l'expédition d'Erichsen avaient été laissés. Il était immédiatement clair quel était le problème. Erichsen s'était fié aux cartes réalisées par Robert Peary, qui étaient complètement incorrectes. Le plus important, c'est que le chenal de Peary n'existait pas.
Munis de ces informations, Michelson et Iverson sont retournés à l'Alabama. Ce fut un voyage ardu et ils ont dû abandonner la plupart de leurs affaires en essayant de revenir. Mais à leur retour, ils ont découvert que le navire avait été détruit sur la glace. Le reste de l'équipage avait disparu. Ils apprirent plus tard que l'équipage, secouru par un navire de passage, avait abandonné leur capitaine et l'ingénieur. Michelson s'y était préparé. En fait, il avait laissé un message au reste de l'équipage disant que s'il ne revenait pas, il ne fallait pas s'inquiéter. Il pensait qu'il pourrait embarquer sur un navire de passage. Alors que les deux hommes construisaient un abri avec les restes de l'Alabama, ils pensaient que leur sauvetage ne tarderait pas. Il fallut 2 hivers avant qu'un navire de passage n'arrive. À ce moment-là, les deux hommes étaient dans un état si effroyable qu'un des sauveteurs retourna en courant à son navire, les croyant fous. Ils ont survécu grâce aux provisions des expéditions précédentes et en s'occupant de bébés lièvres pour préserver leur santé mentale. Les deux hommes furent accueillis au Danemark comme des héros. Pour Iverson, ce fut la fin de sa carrière d'aventurier. Mais Michelson continuerait d'explorer la région arctique, retournant plusieurs fois au Groenland avant de décéder à l'âge de 90 ans. Numéro 1. Au premier abord, ces photos de Chinois frappant des gongs et agitant des balais et des épouvantails peuvent ressembler à un festival. Mais il s'agit en réalité de rappels d'une politique à courte vue aux conséquences dévastatrices. À la fin des années 50, la Chine tentait de se transformer en superpuissance grâce au grand bond en avant. L'objectif était d'industrialiser la nation, d'augmenter la production agricole et de sortir la population de la pauvreté. Mais en février 1958, le gouvernement a également lancé une campagne de santé publique, appelée la campagne des 4 nuisibles. Les cibles étaient les rats, les moustiques, les mouches et les moineaux. Les 3 premiers étaient visés parce qu'ils propageaient des maladies. Les moineaux car ils mangeaient du grain. Les responsables pensaient qu'un moineau consommait 2 kg de grains par an. Avec la collectivisation et la pression pour plus de céréales, ces oiseaux étaient vus comme une menace pour la production. Tous étaient encouragés à les éliminer. Des affiches montraient des enfants attaquant les oiseaux avec des lance-pierres, tandis que groupes plus scolaires et communautés rejoignaient la campagne. Les nids étaient retirés, les œufs écrasés, et quand on ne pouvait pas les atteindre, les gens se rassemblaient sous eux, agitaient des banderoles et frappaient des gongs pour les empêcher de se poser. Beaucoup d'oiseaux épuisés et effrayés tombaient simplement du ciel. Un exemple célèbre est l'ambassade de Pologne, qui a refusé l'entrée aux chasseurs de moineaux. En réponse, des gens ont entouré le bâtiment avec des tambours, et après 2 jours, tellement d'oiseaux étaient morts que le personnel de l'ambassade aurait dû les enlever à la pelle. La campagne a presque éradiqué les moineaux dans certaines régions de Chine, mais le résultat a été désastreux. Les moineaux mangèrent des grains et aussi des insectes, surtout l'été. Sans eux, des nuisibles comme les criquets et les foreurs du riz se sont vite multipliés, détruisant bien plus de récoltes que les oiseaux n'en auraient jamais pu. Le temps sec a encore aggravé les dégâts. Les responsables ont reconnu leur erreur et remplacé les moineaux par des punaises rouges dans la campagne des 4 nuisibles, mais les dégâts étaient déjà causés. Les insectes ont continué de ravager les cultures, causant famine, maladies et de nombreux morts. La Chine aurait ensuite importé des moineaux de Russie et d'autres pays pour reconstituer la population. Et aujourd'hui, les moineaux sont de nouveau présents en Chine. Mais cette campagne reste un avertissement sur ce qui peut arriver lorsque l'on sous-estime la nature. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknown et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.